Bonjour à toutes et à tous. Dans ma brève présentation, je vais vous faire partir vers l'Asie et je vais vous faire découvrir un aspect parfois moins connu du sexisme, intimement lié également à l'avortement. En peu de mots, et je m'excuse d'avance pour les transparents que je vais vous montrer parce qu'ils sont en anglais, parce que ce sont des transparents que j'utilise régulièrement hors de France. En peu de mots, ce qu'on a noté à partir des années 80, c'est une hausse dans certains pays du sexe ratio à la naissance qui normalement tourne autour de 105 garçons pour 100 filles. Ça a pris pas mal de temps pour les statisticiens et les démographes de tomber d'accord et de finalement se convaincre du fait que ce déséquilibre observé, cette hausse de la proportion de garçons à la naissance, était lié à l'apparition d'avortements sélectifs dans un certain nombre de pays. On a pris encore un peu plus de temps pour faire une cartographie complète des pays affectés par ces formes de discrimination prénatale. Elles sont liées évidemment étroitement à l'apparition de l'échographie comme méthode de détermination du sexe avant la naissance. Mais il faut savoir que ces formes de discrimination prénatale correspondent à un phénomène beaucoup plus large de discrimination visant les femmes et visant en fait les femmes également après la naissance et que mesurent cruellement les démographes par des taux excessifs de mortalité, notamment dans l'enfance, parmi les petites filles. Mais je vais ici me centrer sur les avortements sélectifs, sur ce qu'on appelle la discrimination prénatale ou la sélection sexuelle prénatale. Pour isoler clairement trois déterminants. Le premier, c'est, comme vous le voyez en jaune ici, c'est le fait de disposer d'une nouvelle technologie de discrimination qui se substitue dans un certain nombre de pays à d'autres technologies, disons plus anciennes, comme par exemple l'infanticide sélectif, qui a été très longtemps pratiqué dans certaines régions d'Asie. Une seconde particularité qui est importante, qui est montrée en rouge, c'est le fait que la fécondité, donc le nombre de moyens d'enfants par femme, est désormais très bas dans un certain nombre de pays et donc conduit les couples à opérer des choix, non seulement en fonction du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir, mais également du sexe de leur progéniture. Et c'est là qu'intervient le troisième facteur, en bleu, qui est le facteur le plus évident du sexisme, à savoir la préférence de genre qui est en général, sauf cas très particulier, une préférence pour les garçons et qui conduit donc les couples, les mères ou les familles au sens large à faire pression sur les parents, sur la mère, pour avoir au moins un garçon, parfois même en avoir deux. Alors le résultat, ce sont des sex ratios à la naissance qui sont déséquilibrés dans un certain nombre de pays qui sont en général groupés les uns autour des autres. Donc nous voyons par exemple la Chine qui a longtemps eu les valeurs les plus élevées du monde, comme vous le verrez plus tard. La Corée du Sud, où maintenant la situation s'est rétablie, l'Inde également, mais on voit le Vietnam et puis d'autres petits pays comme Singapour ou Taïwan que je n'ai pas cités. Puis un autre groupe de pays un peu moins connus qui sont les pays du Sud-Caucase, donc trois pays, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, où vous voyez également un sex ratio qui est aux alentours entre 110 et 115,
l'Azerbaïdjan est aujourd'hui réputé le pays où la discrimination prénatale est la plus forte au monde. Et puis un dernier groupe de pays où j'étais précisément la semaine dernière, situé dans les Balkans occidentaux, autour de l'Albanie, où vous avez des valeurs certes moins élevées qu'ailleurs, mais néanmoins déséquilibrées, aux alentours de 110 garçons qui naissent pour 100 filles, et qui indique donc la présence d'avortements sélectifs de fœtus féminins. Donc voici une carte simplifiée avec la date d'apparition. Ce que je veux noter aussi, souligner sur cette carte, c'est qu'il y a des régions où ces avortements sélectifs n'existent tout simplement pas. Je les fais figurer avec une croix rouge. Par exemple, vous avez la Thaïlande, l'Iran, la Russie, mais on pourrait rajouter encore beaucoup d'autres pays où ces pratiques n'existent pas. Voilà pour certains pays dans lesquels on a des statistiques annuelles de sexe ratio à la naissance ou de rapport de masculinité à la naissance. Ces chiffres sont souvent difficiles à obtenir. L'histoire de ce déséquilibre. Donc vous voyez par exemple la hausse pratiquement simultanée qui s'est opérée en Corée du Sud et en Chine à partir des années 80. Cette hausse est encore une fois liée à une baisse de la fécondité dans ces deux pays, mais également à la disponibilité en méthode de détermination du sexe avant la naissance. Alors, la Chine est arrivée aux valeurs les plus élevées qu'on ait jamais rencontrées avant une baisse récente, c'est-à-dire on est pratiquement à 120 garçons pour 100 naissances féminines dans les années 2000, alors que en Corée du Sud, on voit une baisse qui est pratiquement aussi rapide que la hausse. Et aujourd'hui, la Corée du Sud n'enregistre plus de déséquilibre des naissances, de sexe à la naissance. L'Azerbaïdjan, c'est intéressant, a une hausse pratiquement aussi rapide, mais elle est très décalée. Elle n'intervient qu'en 1991, c'est-à-dire à la chute de l'Union soviétique, et c'est un scénario à peu près similaire qu'on voit se répéter dans d'autres pays de l'Est. Alors le résultat, c'est un nombre considérable de femmes qu'on appelle manquantes. C'est une notion qui a été proposée par Amartya Sen dans les années 80, mais à ce moment-là, Amartya Sen pensait surtout aux femmes qui étaient mortes trop tôt, qui étaient victimes de surmortalité féminine. Aujourd'hui, on a les deux aspects qui se combinent, et donc, d'après mes estimations, on a environ 125 millions de femmes qui manquent au monde, soit donc de ne pas être nées ou d'être mortes trop tôt. La plupart de ces 125 millions de femmes auraient dû être recensées en Chine ou en Inde, qui sont donc très largement les pays où domine la discrimination, donc prénatale et postnatale. En fait, on peut même distinguer ces deux formes de discrimination. Ici, vous avez une estimation du rôle de l'accroissement du nombre de femmes manquantes par an, et on voit que les avortements sélectifs causent une hausse depuis les années 80 de la discrimination prénatale très, très rapide, qui va finalement aujourd'hui rejoindre les formes de discrimination postnatale. Donc, encore une fois, l'infanticide est connu, mais il est assez peu important en forme de discrimination après la naissance. Ce sont plutôt les décès liés à la négligence qui ont une importance considérable dans des pays comme l'Inde et la Chine, mais aussi d'autres pays d'Asie du Sud. Alors, on aimerait savoir ce qui va se passer dans le futur et faire des calculs ou faire des pronostics pour comprendre comment vont évoluer les sociétés et comment on peut améliorer ces transformations. Alors on revient sur nos trois critères de base pour examiner comment ils vont structurer
les comportements de discrimination et notamment la discrimination prénatale dans le futur. Alors pour le premier d'entre eux, c'est les technologies. Les choses ne risquent pas de s'améliorer. Les technologies, donc, c'est le recours par exemple à l'échographie, mais aussi à l'avortement. Or, il se trouve qu'il y a des pays où l'avortement est interdit, comme par exemple le Pakistan ou le Bangladesh, où il y a néanmoins un certain nombre de femmes qui ont recours à l'avortement pour des raisons sélectives. Et c'est notamment le cas, oui, comme je le disais, dans le nord du Pakistan, où il y a une préférence pour les garçons extrêmement forte au sein des familles. D'autre part, il y a d'autres technologies qui apparaissent, qui sont même plus précoces que l'échographie et qui permettent donc de déceler par l'examen du sang fœtal le sexe plus tôt dans la grossesse. Ces techniques ne sont pas disponibles en Asie, mais néanmoins, elles sont tout à fait disponibles dans les pays développés. Donc, on ne peut pas penser que c'est l'offre technologique qui va changer les choses. Quant à la pression propre à la fécondité, on en parlait par exemple beaucoup des changements de politique de planification familiale en Chine récemment. On ne pense pas non plus que ça aura un autre effet, que ça aura un effet bénéfique. En plus, un certain nombre de pays dont il a été question ce matin, notamment en Afrique subsaharienne, ont encore une fécondité très élevée. Donc la question de la discrimination prénatale ne se pose pas. Pourtant, il peut y avoir, par exemple, dans un grand nombre de populations au Nigeria, une très très forte demande de garçons. Donc aujourd'hui, elle est servie principalement par une fécondité importante, une descendance importante, et puis le fait que des femmes vont avoir encore un enfant dans l'espoir de finalement avoir un garçon. Mais ça, ces choses-là vont changer. Elles vont changer aussi bien en Afrique subsaharienne que, par exemple, au Moyen-Orient, où il y a également une préférence genrée très forte pour la progéniture. Donc, la situation ne devrait pas s'améliorer. Donc, les efforts doivent porter sur la troisième dimension, c'est-à-dire le sexisme de base qui fait que dans un certain nombre de configurations, disons, anthropologiques, c'est lié aux systèmes familiaux ou techniquement au système de parenté, il y a un besoin de garçons absolument nécessaire, qui ne se discute même pas, en fait. Les gens, dans tous les pays où je vais, ont beaucoup de peine à me l'expliquer parce que ça leur paraît une évidence qu'une famille ne se fonde que sur un garçon et que les filles étant appelées à rejoindre la famille de leur mari après leurs noces, n'appartiennent pas de manière durable à la famille et que la famille ne pourra se prolonger que par le garçon qui, du coup, recevra la maison et le reste de l'héritage, les terres, etc., au décès de ses parents. Donc, il faut transformer dans ces pays-là les attitudes. Il y a des transformations qui se font spontanément, tout simplement par l'accès aux femmes à l'éducation et à l'emploi, mais rappelez-vous que des pays comme la Chine ou le Vietnam sont des pays où la condition féminine s'est améliorée le plus rapidement. Vous avez énormément de femmes qui sont en grande partie autonomes économiquement, qui travaillent à des taux qui sont les taux d'activité féminin au Vietnam ou en Chine sont supérieurs à ceux de la France, mais néanmoins, ce sont les femmes qui ont contribué elles-mêmes à stimuler ce projet, disons, patriarcal, pour le dire rapidement, de constituer la lignée familiale autour de la présence des garçons. Donc le changement n'est pas du tout acquis. L'effet de l'éducation et de l'accès à l'emploi et à l'autonomie économique prendront plus de temps qu'on ne peut le penser. Par contre, ce à quoi on assiste, c'est un affaiblissement du rôle de la famille, une individuation progressive, disons, à l'occidentale, et qui tend précisément à amoindrir la pression due au modèle familial, entre guillemets,
patriarcale. Une autre chose est que dans beaucoup de ces pays, le surplus d'hommes va venir perturber la société 20 ans plus tard, et notamment la société dans son projet patriarcal de mariage et de reproduction, puisque un grand nombre de ces hommes, enfin une part significative de ces hommes, devront se marier très tard ou tout simplement ne pourront pas se marier. Alors, il y a beaucoup d'efforts, là il y a une partie de mon transparent qui a disparu, qui sont en cours, avec, notamment appuyés par des organisations internationales comme le FNUAP, qui essayent de mobiliser simultanément à la fois les activistes, les praticiens, les chercheurs et les gouvernements, avec une volonté surtout d'introduire des nouvelles législations, des nouvelles actions qui n'auront pas un effet négatif sur les femmes et notamment sur l'accès à l'avortement. Ben voilà, oui, ça apparaît maintenant. Ok, mais c'est beaucoup trop intelligent pour moi, ça. Donc, dans un certain nombre de pays, les gouvernements ont fini par réagir. Donc là, vous avez par exemple quelque chose qu'on trouve un peu partout dans le monde. Ici, vous le voyez, c'est en anglais, en hindi, on est au nord de l'Inde. C'est le fait d'avoir interdit la divulgation du sexe suite aux échographies. Donc ça, c'est des législations qui ont été introduites depuis longtemps en Inde, enfin depuis une quinzaine d'années, qui marchent d'ailleurs très très médiocrement, et on a vu les mêmes choses être introduites par exemple il y a quelques années au Vietnam avec un succès modéré. En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. On a parlé donc de la fécondité. Je vous ai dit qu'il y avait un effet limité, mais sauf peut-être en Chine. La technologie, au moins que les praticiens qui gèrent des cliniques privées, pour l'essentiel, se rendent compte de leur rôle dans ce sexisme. Je vous rappelle que c'est quand même une des formes les plus effectives et finales de sexisme, puisqu'elle prive les femmes de leur vie sur la base de leur sexe. Et donc le contrôle technologique est possible, mais il peut amener à des avortements illégaux et donc en fait avoir des effets qui seraient pires que ce qu'on veut corriger. Donc les politiques aujourd'hui sont plutôt centrées sur l'affaiblissement de la préférence pour les garçons, soit par des moyens légaux, législatifs, par exemple pour interdire les biais et dans la répartition des terres au décès, enfin la transmission de l'héritage ou des terres, ou un certain nombre de dispositions qui visent à égaliser, selon la loi, strictement la situation des hommes et des femmes. Et puis cela se fait, et ça c'est l'action principale, par des campagnes pour rehausser la place des femmes dans des sociétés où elle est souvent vue comme secondaire, comme une personne circulant d'une famille à une autre et qui n'a pas de place centrale au sein de la famille. Je vous remercie.